à cet événement de l'Institut d'éthique appliquée. Donc, aujourd'hui, je vais laisser les mots de présentation au directeur de la revue Éthique publique, M. Luc Desjardins, qui va nous expliquer, dans le fond, l'événement de ce midi. Donc, Luc, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Il me fait grand plaisir de vous souhaiter donc la bienvenue à cette activité de lancement du volume 22, numéro 1 de la revue Éthique publique que j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant 2010. Je vais vous dire un mot très rapide sur la revue avant de vous présenter les co-responsables du présent numéro et de leur céder la parole, ainsi qu'à nos invités. Je profite de l'occasion tout de suite pour les remercier d'avoir participé à ce numéro et bien entendu particulièrement aux deux co-responsables de l'avoir dirigé et de l'avoir livré de façon, donc, un numéro fort intéressant. La revue Éthique publique est une revue multidisciplinaire qui est sous la responsabilité de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval et du CERGO de l'ENAP, donc bi-institutionnel. Les deux grands axes de la revue sont les questions d'éthique gouvernementale d'une part et les questions plus largement liées à l'éthique de la société. On publie, bon an, mal an, 2 numéros, avec 2 exceptions, en 2010 et en 2020, pandémie oblige, donc où on aura publié ces 2 années qu'un seul numéro. Les numéros sont en consultation libre et gratuite sur la plateforme revue.org, donc vous pouvez aller les consulter, télécharger les textes librement. Et chaque numéro est composé d'un dossier thématique. Et variablement, on y ajoute aussi parfois une rubrique débat et également des textes hors thème dans la rubrique zone libre. Chaque dossier thématique est sous la responsabilité de 2 chercheurs universitaires, experts ou expertes sur la question, qui font l'objet central du dossier. Le volume 22, numéro 1, qui nous réunit ici aujourd'hui, est co-responsabilité donc des professeurs Dominique Lédet et Naïma Amrouni et porte sur le thème « Débat public sur sujets sensibles, risques et défis ». Thème qui, d'ailleurs, ne risque pas de diminuer en actualité avec les mois et les années qui passeront. Dominique Lédet est professeure titulaire au département de philosophie de l'UQAM et elle est également directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC. Ses travaux et ses enseignements s'inscrivent essentiellement donc, dans les domaines de la philosophie politique et notamment sur les questions de délibération publique, ainsi qu'en philosophie du droit. Quant à Naïma Amrouni, elle est professeure d'éthique et de philosophie politique féministe au département de philosophie et des arts de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique féministe pour la transformation des injustices structurelles. Elle est également membre de la commission de l'éthique en sciences et technologies. Bon, je pourrais parler évidemment beaucoup plus longuement de nos 2 co-responsables, mais je pense qu'on est tous réunis ici pour les entendre nous parler de ce numéro qu'elles ont dirigé. Je leur laisse donc immédiatement la parole pour présenter la thématique du numéro ainsi que nos invités qui participent à cette activité. Et je vous remercie encore une fois pour cette contribution à la revue Éthique publique et bonne activité à tout le monde. Merci beaucoup, Luc. Merci à Sandra aussi pour l'aide à l'organisation de cette table ronde. Merci à mes collègues d'avoir accepté notre invitation à venir échanger aujourd'hui, ce midi, autour des débats publics sur des sujets sensibles. Merci aux personnes qui ont jugé d'intérêt à cet événement et qui sont présentes avec nous ce midi. Alors, ces 2 dernières décennies ont été marquées par la multiplication des initiatives de consultation, d'audition et de forums publics mises en œuvre par les gouvernements des 2 côtés de l'Atlantique pour résoudre des problèmes complexes. On peut penser, par exemple, aux enjeux soulevés par les pratiques d'accommodement religieux, par la laïcité de l'État ou encore, plus récemment, les enjeux entourant le racisme systémique.
L'une des idées sous-jacentes à ces initiatives, donc de consultation publique, est qu'une plus grande participation et implication citoyenne à ces forums, à ces échanges publics, ces discussions, sert des objectifs nobles à la fois sur le plan des principes et dans leurs effets. Par exemple, parmi les avantages qu'on peut retrouver au forum d'audition publique, aux grandes commissions de consultation, il y aurait la dissémination dans toutes les couches de la population d'informations pertinentes à la formation d'une opinion éclairée sur des sujets. Il y aurait l'éducation de la population sur des sujets complexes par les avis d'experts qui sont diffusés, mais aussi à travers les témoignages des catégories de personnes principalement touchées par ces enjeux. On peut penser aussi à la transformation des préférences et des idées s'il y a lieu, à la maturation et l'élévation du débat, de la réflexion citoyenne et enfin un avantage non négligeable de l'organisation de consultations publiques et la légitimation des décisions politiques qui sont prises par par les décideurs, les gouvernements, en définitive. Une question qui était au cœur du numéro que nous avons préparé, Dominique Lédet et moi, était la suivante. Est-ce que tous les sujets, sans distinction, peuvent effectivement être débattus publiquement de la même façon, alors que certains de ces sujets, et même le plus souvent, se trouvent à toucher aux droits fondamentaux de la personne et aux droits fondamentaux des minorités. Lorsque le débat public porte sur ce qu'on a appelé, de manière un peu maladroite, des sujets sensibles, soit des sujets qui justement touchent aux droits ou aux intérêts fondamentaux des minorités, lorsque ces sujets concernent le vivre ensemble ou qui se trouvent à confronter la majorité nationale à sa propre histoire et aux minorités. Est-ce que cette délibération peut vraiment être à la hauteur des idéaux auxquels elle aspire? Plusieurs expériences pratiques de débat public sur des sujets sensibles qui concernent les vies et les droits des minorités laissent en réalité penser que ces débats sont également susceptibles de cristalliser les divisions qui sont déjà au sein de la population, qui sont susceptibles aussi de décomplexer l'expression de diverses formes d'intolérance vis-à-vis des groupes déjà vulnérabilisés et d'envenimer même la tonalité générale des échanges qui ont lieu dans l'espace public, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans l'espace public en général. On ne peut en effet ignorer les dérives auxquelles on conduit sans avoir pu l'anticiper, évidemment. Certaines grandes consultations publiques qui, précisément, en se voulant démocratiques et dépouillées de toute forme d'élitisme, ont permis à tout un chacun de s'exprimer sans filtre sur des sujets complexes et sans être nécessairement recadrés par les présidents de ces consultations. Or, c'est précisément lorsque les sujets à débat touchent des questions sensibles qui divisent la population que les gouvernements sont tentés de mettre en place de grands forums de consultation où la participation du grand public est mobilisée. Qui plus est, cette participation du public apparaît souvent comme un temps fort de tels processus et peut avoir l'effet d'affecter la tonalité générale du débat public. Notre panel réunit aujourd'hui de nombreux chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces questions difficiles et qui ont participé, comme l'a dit Luc Bégin tout à l'heure, au numéro de la revue Éthique publique qui porte sur ce thème. Alors, je les présente très rapidement et un petit mot pour dire que la manière dont va se présenter la conférence aujourd'hui, en fait, on va fonctionner sous forme d'entrevue. Alors, je vais poser 2 questions aux invités, questions auxquelles ils répondront, donc les uns à la suite des autres, avant de passer à une période de questions qui sera à laquelle on consacrera les 30 dernières minutes. Alors d'abord, Francis Garon, qui est professeur à l'École d'affaires publiques et internationales du Glendon College à l'Université York, en Ontario. Dominique Lédet, professeure titulaire au département de philosophie de l'UQAM, directrice du CRIDAC, dont nous sommes plusieurs aussi dans ce panel à faire partie.
Victor Harmony, professeur de sociologie à l'UQAM, co-auteur d'un rapport sur le profilage racial remis au SPVM en août 2019 et l'un des chercheurs principaux de l'Observatoire québécois des inégalités raciales qui vient tout juste de voir le jour. Là, j'ai jugé pertinent de le mentionner simplement parce que ça cadre pertinent au débat d'aujourd'hui. Édith Brunette, qui est doctorante en études politiques à l'Université d'Ottawa et boursière de la prestigieuse Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Jonathan Durand-Folco, finalement, professeur de philosophie à l'Université Saint-Paul et je dirais également intellectuel engagé, très suivi sur les médias sociaux. Alors, je vais commencer avec Francis Garon. Alors, vous examinez dans votre article, à partir d'une analyse de cadrage, 3 grandes commissions de consultation publique qui se sont tenues respectivement en France, au Québec et en Grande-Bretagne. Donc, la commission Stasi en 2003, la Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain entre 1998 et 2000, et puis la commission qu'on connaît très bien ici au Québec, la commission Bouchard-Taylor en 2007-2008. Et vous vous intéressez dans votre article à ce que vous appelez des cadrages problématiques de ces commissions de consultation publique. D'abord, j'aimerais vous demander pour les philosophes qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement familiers avec la notion de cadrage qui est peut-être empruntée à la sociologie ou la science politique, si vous pouviez nous expliquer dans un premier temps cette notion de cadrage et ce que vous entendez aussi par cadrage dominant et polarisant. Oui, très bien. Merci beaucoup, Naïma. Donc, l'idée de cadrage est en effet très populaire en sciences politiques, mais aussi en sociologie. Et l'idée de départ est bien simple, hein? C'est l'idée de présenter un enjeu selon certaines dimensions au détriment d'autres dimensions ou en excluant d'autres dimensions. Donc, les cadrages font partie intégrante de tout débat sur un enjeu de politique publique, au sens où les enjeux sont toujours présentés de manière à mettre l'emphase sur l'une ou l'autre de ces dimensions. Donc, on dit que les cadrages sont organisés autour d'images, de métaphores, qui permettent donc de structurer les débats politiques. Donc, on peut dire que les cadrages remplissent 2 fonctions principales, donc une fonction premièrement cognitive et une fonction stratégique. Au niveau cognitif, les cadrages permettent une structuration des débats qui rend les enjeux plus intelligibles. Donc, on peut dire qu'ils agissent un peu comme un court-circuit cognitif, si on peut dire, qui permet de présenter un enjeu ou de comprendre un enjeu de manière simplifiée. Au niveau stratégique, donc, les acteurs tentent évidemment de cadrer les débats en fonction de leurs idées, de leurs intérêts, de leurs identités, afin de susciter l'adhésion à leur vision des enjeux. Donc, évidemment, il y a plusieurs études qui montrent l'effet des cadrages, donc ce qu'on appelle en anglais les framing effects, et comment les cadrages influencent finalement le jugement que les individus, les citoyens portent sur des enjeux particuliers. Maintenant, l'idée de cadrage problématique et de ses effets sur la délibération a été développée par Mark Warren et Aubin Calvaire dans le contexte de la polarisation croissante des débats publics. Donc, vous l'avez dit, les cadrages dominants ou polarisants. Donc, les cadrages dominants donc, sont ceux qui, dans le fond, sont basés sur une définition très limitée du problème. Donc, souvent, on va avoir une façon de définir le problème qui va être évidemment dominante, et ce qui va faire en sorte qu'on ne prendra pas en compte l'ensemble l'étendue des considérations, et qui va souvent induire des solutions. Parce que vu qu'on est fermé dans un cadrage dominant, on va avoir de la difficulté donc à avoir une délibération qui va être riche et diversifiée, donc ce qui est évidemment un frein à la délibération. Au niveau des cadrages qu'ils appellent polarisants, c'est l'idée que les acteurs, les citoyens, les individus sont pris dans des cadrages spécifiques, dans une dynamique qu'on pourrait dire du tout ou rien. Donc, on adhère à un cadrage particulier sans être en mesure d'en décortiquer les différents éléments, ce qui aussi va nuire à la délibération.
et va aussi nuire donc à la façon dont les acteurs peuvent interagir entre eux et tenter de trouver des rapprochements. Hein? Donc, ces deux types de cadrage problématiques donc, minent à la fois la dimension épistémique de la délibération, donc l'idée de prendre en compte l'ensemble des considérations pour en arriver à prendre la meilleure décision possible, et également peuvent miner la dimension éthique de la délibération, au sens où adhérer à un cadrage particulier peut amener à rejeter des acteurs ou des participants comme étant non légitimes, puisqu'ils n'appartiennent pas, ils ne font pas partie de notre cadrage en particulier. Donc, ce qui fait que les dimensions à la fois épistémiques et les cadrages problématiques peuvent avoir des effets négatifs à la fois sur les dimensions épistémiques et éthiques de la délibération. Est-ce que... Question, Naïma? Oui, oui. Bien là, en écoutant, je me dis, est-ce que vous pourriez développer davantage sur cette thèse-là que vous avancez à l'effet que ces cadrages problématiques-là se trouvent à structurer le débat? Peut-être en donnant un exemple, donc dans votre article, vous vous intéressez justement à trois grandes consultations, là. Je ne sais pas si vous pourriez donner un exemple peut-être basé sur la consultation Bouchard-Taylor qu'il y avait eu ici. Vous montrez comment est-ce que ces cadrages problématiques se trouvent à avoir structuré le débat, donc avant même que le débat ait eu lieu, finalement, prédéterminant donc la nature des problèmes, ce qu'on allait juger comme étant quel est le problème, et préjugeant aussi de la légitimité des demandes qui étaient formulées et même de la légitimité des participants qui allaient être invités à s'exprimer là, en public. Oui, donc, vous l'avez dit, donc, dans mon texte, je m'intéresse aux enjeux liés à la diversité issue des processus migratoires, essentiellement. Donc, et inutile de dire que ces enjeux sont sensibles et que les opinions sont souvent bien arrêtées ou polarisées sur ces questions. Alors, l'idée ici que les citoyens, les groupes adhèrent déjà, avant la mise en place des processus délibératifs, à des cadrages spécifiques. Alors, comme je dis dans le texte, ça va être difficile pour un multiculturaliste convaincu d'accepter la légitimité des demandes qui pourraient être formulées par un nationaliste, par exemple, à l'idée que les nouveaux arrivants ont des responsabilités spécifiques à l'égard de la société d'accueil, autre que celle de respecter les lois en place. Donc, leur cadrage les amène plutôt à voir la situation des nouveaux arrivants sous le prisme de la discrimination ou des difficultés d'intégration dont ils font l'objet. Inversement, donc, il va être difficile pour un nationaliste convaincu d'accepter la légitimité des demandes d'accommodement, même si ceux-ci peuvent être de nature très différente. Donc, ils sont pris dans leur cadrage respectif et ils n'ont pas la capacité donc, de sortir de ce cadrage-là et de tenter de voir des rapprochements possibles entre les différentes perspectives. Donc, dans les cas que j'ai étudiés, effectivement, on voit, donc dans les trois cas, juste pour parler très rapidement, donc dans la commission Stasi, par exemple, qui était un exemple de cadrage vraiment dominant, qui était l'idée il faut protéger la laïcité devant la menace de l'islam radical. C'était dit clairement comme ça. Et on a vu comment les travaux, donc, ont été orientés de façon à maintenir, voire renforcer ce cadrage dominant. Et ce cadrage dominant, donc, définissait le problème comme la menace de l'islam radical et la nécessité de protéger la laïcité. Et pour ça, donc, la loi qui empêche le port du voile à l'école devenait la solution, finalement, qui était liée à ce cadrage. Donc, dans le cas de la commission britannique, The Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain. Là, on a plutôt essayé de recadrer le débat sur la diversité en Grande-Bretagne et donc avec l'idée de tenter de réimaginer l'histoire raciale, on pourrait dire, de la Grande-Bretagne et donc sans s'appuyer sur les perspectives qui étaient présentes dans la sphère publique, ce qui fait que lorsque le rapport est arrivé avec ses recommandations, il y a eu un ressac, un backlash important dans les médias britanniques disant que finalement, la commission nous traite de racistes finalement. Et donc, on n'a pas été capable d'avancer vraiment sur cette question-là.
Au Québec, donc, on était vraiment dans une situation de tension assez importante. Et il y avait on était, dans ce cas-ci, dans une situation de la confrontation de cadrage polarisant. Hein? Donc, on sait comment ces enjeux-là ont été instrumentalisés par les acteurs politiques, aussi par les médias. Mais également, il y avait donc, contrairement à la France, où c'est un cadrage dominant, il y avait quand même au Québec une défense, je dirais, des minorités dans ces débats sur les accommodements raisonnables. Et dans ce cas-là, ma lecture, c'est qu'on n'a pas vraiment été en mesure de rapprocher ces cadrages polarisants-là, au sens où, au terme de la commission, on a vu les acteurs politiques de tendance plus nationaliste reprendre le discours que c'est aux immigrants, donc, à s'intégrer davantage à la société d'accueil, alors que les tenants qu'on pourrait appeler grossièrement du multiculturalisme en appelaient, eux, encore une fois, une plus grande ouverture de la société québécoise à l'égard des minorités. Donc, aucune de ces commissions-là, donc la délibération qui avait été mise en place, évidemment, ces commissions-là répondent à différents degrés là, à l'idéal de la délibération. Donc, je ne les vois pas comme des idéaux de délibération, mais comme des espaces où on discute de ces enjeux. Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas semblé être en mesure, dans aucun de ces cas-là, de vraiment d'être en mesure de remettre en question ces cadrages problématiques et d'agir sur ceux-ci. Alors, je ne sais pas si je suis dans le temps, ça va? Oui, Oui, merci. On va poursuivre avec Dominique. C'est dans la même lignée. Dans votre article, vous vous penchez plus spécifiquement sur les consultations particulières qui ont été menées dans le cadre de l'étude du projet de loi 21, hein, assez récemment, la loi sur la laïcité de l'État, au printemps 2019. Et vous vous intéressez aux faiblesses et aux forces de cette commission-ci. Pouvez-vous nous parler de votre analyse et de la conclusion qu'elle vous permet de tirer? C'est la deuxième question. Bon, ben, je commence par répondre à la deuxième et après je réponds à la Est-ce que ça première. fonctionne? On va voir, on va voir. Oui. Bon. OK. D'abord, si on a besoin d'avoir de comprendre mieux quelles sont les conditions normatives et institutionnelles à satisfaire pour que l'exercice de délibération Oui, oui. publique nous amène à résoudre des problèmes, peut-être tu peux commencer par préciser ce que tu entends dans ton article par quelles seraient les conditions normatives à satisfaire pour que on sorte un peu de l'impasse qui a été soulignée par Francis Garon dans son article. Oui, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre en une fois et comme ça, peut-être Ouais. ça va nous permettre de sauver un peu de temps. Hein, donc, ce que je dirais, c'est qu'un des grands problèmes des exercices de délibération publique dans des sociétés de masse, dans des démocraties de masse, c'est que c'est toujours des exercices de délibération qui sont en représentation. Et ce problème de la mise en représentation de la délibération crée un problème d'asymétrie, puisque par rapport donc aux théories classiques de la délibération publique, puisqu'il y a certaines personnes qui parlent devant un public qui est composé par l'essentiel des citoyens, ce qui pose à la fois le problème de la mise en représentation de la délibération et le problème également de sa médiatisation. Donc, mon article s'intéresse vraiment à la question de la mise en représentation de la délibération. Et effectivement, dans la première partie, j'essaye d'éclairer un peu quelles sont les conditions normatives qui nous permettent de considérer si ce genre d'exercices qui sont malheureusement ou heureusement, peu importe, mais qui sont absolument incontournables dans des démocraties de masse. Donc, quelles sont les conditions normatives qui nous permettent de les évaluer? Et ici, je ne parlerai que de deux conditions. La première, c'est celle de l'inclusion. Hein. Donc, en principe, ce que nous disent les théories délibératives de la démocratie, c'est que toutes les personnes intéressées, toutes les personnes concernées par un problème devraient pouvoir participer à la délibération sur ces problèmes. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce que ce principe d'inclusion peut vouloir dire dans le contexte d'une mise en représentation de la délibération.
Et la réponse que je donne à ça, c'est l'idée que ça ne doit pas se traduire par le principe d'une ouverture formelle à tous et à toutes, parce qu'à ce moment-là, on confronte ce qu'on appelle le problème lié au biais de l'autosélection, c'est que et c'est ce qu'on a vu notamment au moment des audiences publiques de la commission Bouchard-Taylor, hein. Si on fait l'analyse des gens qui participent, alors on s'aperçoit qu'en général, ils disposent de ressources matérielles ou ils disposent de ressources en temps qui sont supérieures, ou alors on attire des gens qui ont des préférences très intenses, et ce qui n'est pas nécessairement représentatif ou bon pour la délibération publique. Donc, l'idée ici, c'est que le principe d'inclusion doit être, quand on pense à un exercice de délibération qui est mis en représentation, on doit interpréter ce principe d'inclusion dans un sens précis, dans le sens d'avoir que la délibération qui a lieu devant le public soit représentative dans un certain sens de ce que serait une délibération qui inclurait l'ensemble des citoyens. Et là, il y a deux façons de l'institutionnaliser. On peut penser à ça donc de deux façons. La première, ce serait d'avoir une sorte d'échantillon représentatif de l'ensemble des citoyens. Et là, ici, on a tout ce qu'on appelle dans les théories de la démocratie délibérative les mini-publics. Et de l'autre, c'est d'avoir des consultations ou d'avoir un processus qui permet de mettre en scène devant le public un débat entre l'ensemble des perspectives qui sont pertinentes, l'ensemble des points de vue pertinents, l'ensemble des intérêts pertinents, étant donné la question qui est discutée. Et la deuxième condition à laquelle je m'intéresse, c'est la nature des échanges. Donc, on veut des échanges s'ils doivent donc nourrir la délibération des citoyens, qui, eux, sont simplement des auditeurs de la délibération qui a lieu devant eux. On veut avoir des échanges qui, d'une part, permettent aux auditeurs d'atteindre ce que Hannah Arendt appelait une mentalité élargie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de personnes qu'ils connaissent mal, qu'ils connaissent peu, parfois il y a des malentendus, etc. Donc, pour pouvoir comprendre un petit peu mieux leur perspective. Et puis, on veut aussi des échanges qui permettent de tester les prétentions des uns et des autres. Voilà, alors, ça c'est pour les conditions normatives. Maintenant, dans l'article, je m'intéresse aux consultations qui sont menées dans le cadre des commissions parlementaires et je m'intéresse plus particulièrement au cas des consultations particulières qui ont eu lieu dans le cas du projet de loi 21. Alors, c'était des consultations particulières, donc ce qui veut dire qu'on a invité des gens, hein. Ce n'était pas donc des consultations générales qui sont ouvertes à tous. Et contrairement à beaucoup de gens qui parfois disent ça aurait été mieux d'avoir des consultations générales, ça aurait été plus démocratique, selon moi, non. Parce que le problème des consultations générales, justement, c'est qu'on retrouve le biais de l'autosélection dont je parlais plus tôt. Et c'est ce qu'a montré, hein, par l'absurde, les consultations générales auxquelles on a eu droit au moment de la Charte des valeurs sous le Parti québécois. Donc, l'idée de consultation particulière n'est pas mauvaise. La question, et c'est ce que je fais dans l'article, c'est d'essayer d'éclairer le processus par lequel les parlementaires sélectionnent les invités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la liste des invités est constituée à partir de négociations entre les groupes parlementaires, des négociations qui sont opaques, bien sûr, et il n'y a aucune obligation de justification publique des choix qui sont faits. Donc, on ne connaît pas la liste initiale que chaque groupe parlementaire soumet à la négociation. On ne connaît que la liste des gens qui sont finalement invités. Et il n'y a pas d'explication qui est donnée à qui que ce soit du pourquoi est-ce que tel groupe, plutôt que tel autre, a été choisi. Il n'y a aucune obligation. La seule chose qu'on vous dit, c'est « Ah, les groupes parlementaires se sont entendus ». Dans le cas qui nous occupe, grâce au pluralisme partisan qui règne dans l'Assemblée nationale, grâce aux règles du jeu parlementaire, il y a bien sûr un certain équilibre
C'est-à-dire que si vous regardez la liste des gens qui ont été invités lors des commissions particulières du projet de loi 21, vous apercevez que la moitié des invités sont pour le projet de loi et notamment les dispositions visant l'interdiction du port de signes religieux par certaines catégories de l'agent de l'État, et les autres sont contre. Donc, il y a un équilibre. Si vous regardez maintenant les gens qui ont été invités, les groupes qui sont invités, vous apercevez que le monde de l'enseignement a été grosso modo bien représenté, le monde municipal aussi, mais il y a une section de la population qui était directement concernée par le projet de loi et qui n'est pas présente. Et ce sont les personnes dont la pratique religieuse font qu'elles étaient directement soumises aux interdictions contenues par la loi. Il n'y a aucun groupe représentant les personnes qui ont une pratique religieuse, qu'elles soient par exemple de confession musulmane ou de confession juive orthodoxe, etc., qui ont été invités. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Plusieurs ont manifesté le désir de l'être, ils ne le sont pas. Et leur présence ne sera assurée que par le biais de l'action de certains groupes, comme la Fédération des femmes du Québec, par exemple, ou le COR, ou d'autres groupes encore, qui vont choisir comme porte-parole des personnes, des femmes qui portent, par exemple, le foulard. Alors, par contre, il y a des gens là qui sont là, qui prétendent parler au nom de certains secteurs de la population, et on ne sait pas vraiment que représente leur groupe. Est-ce qu'ils ont beaucoup de membres? Est-ce qu'ils ont très peu de membres? Au nom de qui parle-t-il et pour qui parle-t-il? Ça reste tout à fait non examiné. Et donc, en fait, une des conclusions de l'article, donc évidemment, je fais toutes sortes de considérations extrêmement riches et je vous invite fortement à lire l'article, ça c'est sûr. Mais une des conclusions principales de l'article, c'est que les parlementaires font relativement bien leur travail, mais il faut absolument revoir ce processus par lequel on sélectionne les invités pour réduire le degré d'opacité du processus et pour, disons, ajouter une obligation de reddition de comptes ou en tout cas de justification. Voilà. Merci Dominique, extrêmement clair. Victor Harmony, vous vous intéressez au design institutionnel des processus de consultation publique sur des sujets difficiles. Dans votre article, vous abordez de manière frontale un sujet difficile et dont on a beaucoup entendu parler récemment, la tentative avortée d'organiser au Québec une consultation sur la discrimination systémique et le racisme en 2017 par le gouvernement libéral qui, après avoir tergiversé, a finalement retiré à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ce mandat de mener cette vaste consultation pour se rabattre en plus sur la planification d'une seule journée de forum de la valorisation de la diversité et de lutte à la discrimination. D'abord, j'aimerais vous entendre sur la recommandation formulée par des experts et des travailleurs des milieux communautaires, dont vous-même, il me semble, de prévoir des consultations à huis clos, à la fois pour tenir compte du discrédit épistémique qui plane sur le témoignage des personnes racisées, les principales concernées par exemple, qui auraient été les principales concernées si la commission sur la discrimination et le racisme systémique avait vraiment vu le jour. Et de manière à assurer aussi pour ces personnes un espace sécuritaire où elles seraient appelées à témoigner de leur expérience et bref aussi pour éviter que l'on ait à revivre l'épisode de la commission Bouchard-Taylor. Que penser de cette proposition à huis clos face au présupposé que les délibérations doivent toujours être publiques pour être légitimes? Comment est-ce que vous en venez à analyser cette proposition de faire des consultations à huis clos plutôt que de les faire en démonstration publique? Oui, merci Naïma de la question. Évidemment, il semblerait qu'on s'inscrit en faux contre l'idéal démocratique de la délibération ouverte, égalitaire et transparente. Je crois effectivement aussi qu'on est un peu mal à l'aise face au format à huis clos parce qu'on transgresse, je dirais, en sous-entendu aussi de la délibération, le fait que les participants devraient être désintéressés, dans le sens qu'on les veut dépourvus de tout motif ultérieur.
et les discussions qui se tiennent derrière des portes fermées, hein, le symbole du huis clos, des portes fermées, on en a l'impression qu'ils enlèvent les garanties, par exemple, de sincérité, les garanties d'authenticité, bref, des fondements d'un débat qui devrait porter sur les faits et des idées. D'autre part, on dit porte fermée, ça veut dire qu'ils sont fermés pour certains et ouvertes pour d'autres. Donc, ça soulève aussi non seulement le problème justement de l'égalité citoyenne, mais aussi la question de l'interlocution. Parce que, bon, on a l'impression que le débat devient unilatéral. Hein? On discute entre nous et pas avec l'autre. Alors, effectivement, quand il a été proposé de tenir des consultations dans les milieux communautaires, donc organisées localement par les acteurs qui sont sur le terrain et en créant donc des espaces sécurisants pour les participants, et on voulait, bon, l'idée de base était effectivement, suite à l'expérience de Bouchard et Taylor, de ne pas donner accès évidemment aux caméras, mais aussi au public général. Et bon, évidemment, on s'en rappelle peut-être la réponse sociale de l'opinion publique, mais aussi la réponse politique et médiatique a été, on va dire, assez virulente. D'une part, évidemment, encore une fois, on le sait, on entendait le discours disant que ça allait devenir un procès des Québécois, en sous-entendant que les accusés ne seraient pas capables de répondre, de se défendre devant les accusations. On a dit que ça allait devenir un festival de Québec bashing, etc. Bon, mais si on met de côté c'est une certaine donc, rhétorique, si on veut l'appeler populiste, il en demeure pas moins que l'enjeu de la crédibilité des témoignages, du passage de l'expérience subjective vécue par certains à la preuve, aux données probantes, comme on dit souvent, de l'existence d'une injustice généralisée à l'échelle du Québec, par exemple, ou plus largement aussi. Là, il y a évidemment des questions qui se posent, et la dimension ouverte ou fermée, publique ou limitée des consultations, oui, effectivement, il faut je pense, en tout cas, c'est ce que je propose dans l'article, ça doit être évalué avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de nuances. Maintenant, pourquoi pencher vers, dans ce cas-ci, vers des consultations à huis clos, hein? Même le terme huis clos est à discuter parce qu'effectivement, justement, ça évoque des images qui ne sont pas nécessairement justes. Mais bon, on va dire cette idée donc de fermer d'une certaine façon les consultations en matière de racisme et de discrimination systémique. Mais justement, c'est parce qu'il faut se questionner sur le phénomène lui-même. C'est justement le phénomène, c'est pas un débat sur le commerce international ou l'impact environnemental. Là, on peut se dire tous les intéressés doivent avoir l'accès égal ici. Mais justement, l'enjeu dont on discute concerne certaines personnes, mais en les affectant plus lourdement que d'autres. On va parler, on le sait, de mécanismes, de barrières au niveau des pratiques, des normes des institutions, et tout ça en le voyant, en étant conscient du fait que ces normes, ces pratiques, ces biais institutionnels sont implicites, sont subtils, sont parfois ambigus dans leurs manifestations. Et en tant que sociologue, je dirais ces mécanismes sont socialement visibilisés, naturalisés, normalisés. Bref, on ne les voit plus, surtout quand on n'est pas affecté directement par leurs effets. Alors, encore une fois, la discrimination systémique opère par accumulation, par détournement de sens, et je dirais de façon probabiliste, dans le sens qu'elle n'est pas toujours
évidente, pas toujours efficace, pas toujours opératoire dans chaque situation. Donc là, on est devant une question plus de risque, de désavantages comparatifs qui subissent donc certains membres de la société plus fortement, plus lourdement que d'autres. Donc, une fois qu'on a établi ça, effectivement, hein, c'est un peu le sens de pourquoi arriver à cette façon de penser la consultation, c'est que, évidemment, ça prend… Comment on visibilise donc ce phénomène qui peut être plausiblement dénié, disons, parce qu'on se dit ça s'explique par ceci, ça c'est pas comme on le vit, mais c'est pas tout à fait sa réalité, etc. Alors à ce moment-là, on a besoin de mesures statistiques, mais on a besoin aussi, et c'est le point crucial pour moi, la collecte de récits d'expérience de ceux et celles qui vivent donc ces formes de discrimination systémique. Ça prend des espaces qui favorisent la prise de conscience collective, ça prend des moments de partage du savoir-faire de ces individus devant. Donc, c'est leur façon de faire, stratégique parfois aussi, consciente, devant ces obstacles systémiques. Donc, on ne parle pas ici de victimes dans le sens classique du terme, parce que ça, c'est socialement acceptable. Quand la victime est facile à identifier et il y a une sorte de consensus collectif autour de ce que cela veut dire en termes de victimisation. Mais ici, déjà, en tout cas, le portrait rapide que je viens de proposer par rapport au phénomène, c'est certain que parler de désavantages comparatifs sur le plan systémique, ça veut dire que pour d'autres, ça génère des privilèges comparatifs. Et là, c'est là que le débat, effectivement, si on l'ouvre tous azimuts et à tous les concernés, évidemment, ça devient problématique. J'en parle, bon, je ne vais pas donner tout ce qui est dans mon article, mais c'est certain. Donc, bref, pour disons, en venir à quand, dans ce contexte particulier, quand les asymétries sociales doivent être aplanies afin de favoriser une véritable égalité discursive, c'est là que ça devient, à mon sens, c'est discutable, évidemment, nécessaire et légitime d'établir des espaces de consultation, des délibérations, donc qui prennent les frontières qui existent déjà dans la société, peut-être même en renversant leur caractère asymétrique, ceux de l'édicité. Voilà, mais j'arrête là. Je sais que j'ai pris un peu trop de temps pour la première question. Merci, merci. Est-ce que, justement, on est très serré dans le temps parce qu'on a deux autres invités. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 minutes, parce que lorsque le gouvernement libéral a abandonné justement le projet d'une consultation sur la discrimination et le racisme systémique pour se rabattre sur une journée de célébration là, de la diversité, de forum de la diversité, il y a une coalition d'organismes de la communauté d'origine latino-américaine qui a voulu mettre sur place sa propre consultation et vous avez eu la chance de participer à la rédaction de ce rapport-là. Donc, peut-être tout simplement nous dire en 1 minute comment est-ce que vous avez mis en place, dans le fond, ces conditions-là idéales de consultation? Je veux dire 3 choses qui découlent un peu de ce que je disais tout à l'heure. L'aspect méthodologique est absolument névralgique. Il faut démultiplier les approches. Le quantitatif, le qualitatif, la consultation anonyme, la participation à des groupes de discussion. Donc, il y a un assemblage. Il faut y penser. Il faut faire un ensemble donc, de procédures, d'espaces, des moments qui favorisent justement la prise de parole et la collecte de ces récits d'expérience. Et tout cela, il doit être fait en partenariat avec les acteurs et les milieux. En tout cas, c'est ma concerné. Deuxième élément, donc l'aspect méthodologique. Deuxième élément, les mécanismes de discrimination systémique ne fonctionnent pas de la même façon pour tout le monde. Il y a des spécificités justement en ce qui concerne la distribution inégalitaire des risques. Donc, une communauté latino subit des effets qui sont différents de ceux qui sont connus par les minorités arabes ou noires, par exemple, au Québec. Alors, il faut par exemple, dans le cas, et le troisième élément ici, la langue a été cruciale. On a fait ça en espagnol.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est créer des espaces dans lesquels la barrière, l'accent, qui est souvent le vecteur de discrimination, de microagression non dite, parce que c'est une blague, c'est la façon de... Hein, on se moque un petit peu de la façon hispanophone de parler. Ça bloque aussi la possibilité. Donc, si vous faites une consultation en français, mais vous vous assurez que les hispanophones ne seront pas nécessairement présents parce qu'il y a déjà une barrière qui était dressée à leur participation au processus. J'arrête là. Merci. Super intéressant. Edith Brunette, maintenant. Edith, vous êtes vous-même une artiste et une doctorante à l'Université d'Ottawa. Comme artiste et chercheuse, vous êtes intéressée dans votre article au débat très chaud sur l'appropriation culturelle et le racisme systémique qui ont éclaté dans le milieu des arts canadiens à la suite des premières représentations des pièces de Robert Lepage, on s'en souviendra, Slave et Kanata. Dans votre article, vous remettez en question la manière dont le Conseil des arts, toutefois, a choisi de gérer le débat. C'est-à-dire que pour résoudre la question, le Conseil des arts s'est replié sur différents comités de pairs confidentiels qui n'avaient pas de formation spécifique ni mandat clair en ce sens pour gérer ce problème. Pouvez-vous nous partager votre analyse de cette gestion du débat qui est articulée autour de l'idée d'évitement et de refoulement, ça c'est votre thèse, là, évitement et refoulement de la discussion que notre société doit avoir sur les sujets que sont le racisme, le néocolonialisme et l'appropriation culturelle? Oui, merci Naïma. Déjà, avant de m'expliquer, je donnerais peut-être un mot sur le Conseil des arts du Canada avec lequel les gens ne sont pas nécessairement familiers. Le Conseil, c'est le principal organisme fédéral de soutien aux artistes et aux institutions artistiques. Donc, c'est une institution qui va octroyer des bourses et des subventions pour les activités de création et pour les activités aussi de production et de diffusion des arts à travers le pays et à l'international également, toutes disciplines artistiques confondues. Et en ce sens, le Conseil des arts jouit d'un pouvoir d'influence très notable sur les dynamiques du milieu qui rend d'autant plus important en fait la dimension éthique et proactive de leur politique pour résoudre les problèmes d'appropriation culturelle et de racisme systémique dans le milieu des arts. Maintenant, les débats qui ont lieu dans le milieu des arts depuis quelques années, oui, touchent beaucoup la question de l'appropriation culturelle, la question du racisme également, ou du racisme systémique. C'est des débats dont on sait qu'ils sont complexes, qu'ils sont importants et qu'ils sont aussi souvent très polarisants. L'intervention du Conseil des arts s'est résumée, d'après mes recherches, à la publication de 2 énoncés. Un en 2017, l'autre en 2018. Ce sont 2 énoncés qui font respectivement 2 pages et demie et 2 pages. Donc, ce sont grosso modo des exercices de relations publiques qui tentent de refermer un peu le couvercle du problème en affirmant les positions du Conseil des arts qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, enfin qui se situent ni du côté de la défense, enfin à la fois du côté de la défense de la liberté d'expression et à la fois du côté de faire attention à ne pas s'approprier la culture des autres et à ne pas créer de discrimination à travers les pratiques artistiques. Ce que j'ai trouvé avec ces 2 énoncés-là, en les analysant, c'est qu'ils vont reléguer le travail et l'évaluation éthique d'une part aux artistes et aux organismes, et d'autre part, et là c'est la question que vous me posez, aux comités de pairs. Les comités de pairs, c'est des comités qui sont créés de manière ponctuelle, qui sont composés de travailleurs et de travailleuses des arts, notamment des artistes, et qui ont pour mission d'évaluer les demandes de subventions, les demandes de bourses qui sont déposées par les artistes et par les organismes. Généralement, de manière globale, c'est un mode de fonctionnement qui est très soutenu par le milieu artistique dans la mesure où ça offre au milieu vraiment une voie pour faire valoir ses idées, faire valoir ses propres critères d'évaluation de l'excellence en art.
Ce qui m'intéressait dans l'article, c'était de voir si c'était aussi une bonne manière de fonctionner lorsqu'il s'agit d'évaluer la dimension strictement éthique de certains projets, et en particulier la question sur les enjeux d'appropriation culturelle et de racisme systémique. Il y a plusieurs problèmes qui surviennent par rapport à ces enjeux-là quand on confie ce rôle au comité de pairs. Je vais en nommer deux. Le premier, c'est qu'ils constituent des espaces fermés et opaques. Les discussions des comités de pairs ont lieu à huis clos. On ne sait pas qui est chargé d'évaluer nos dossiers. Donc, les listes globales des noms sont diffusées, mais on ne sait pas qui est sur quel comité. Et il y a très peu de rétroaction aussi. Il est souvent possible d'avoir une rétroaction. Elle va être très sommaire, elle va être transmise par les fonctionnaires. Parfois, c'est absolument impossible. Donc, il y a déjà peu de retours critiques et il n'y a surtout aucun dialogue, en fait. Donc, là, on se fait transmettre l'information comme organisme ou comme artiste. L'autre problème, c'est qu'ils sont constitués d'un tout petit nombre d'individus qui sont sélectionnés par des fonctionnaires du conseil et l'évaluation éthique ne fait pas partie de leur mandat premier. Leur mandat premier, c'est d'évaluer l'excellence artistique et la faisabilité des projets. Et d'autre part, les membres des comités ne sont pas ou très peu formés aux enjeux éthiques spécifiques dont il est question. Et si encore c'était que ça le problème, je veux dire, on peut comprendre que une situation d'évaluation n'est jamais idéale. Les comités ont quand même leur avantage. Le problème, à mon avis, vient du fait qu'ils constituent présentement le seul espace de discussion créé par le Conseil des arts du Canada pour aborder les enjeux éthiques. Il n'y en a pas d'autres. En tout cas, pas d'espace qui inclurait la communauté artistique, du moins. Donc, en ce sens, à mon avis, il constitue une réponse qui est inadéquate, qui est surtout insuffisante à résoudre ou à accompagner les enjeux très complexes et très importants aussi de l'appropriation culturelle et du racisme systémique. Et surtout, il constitue ce que j'appelle une stratégie d'évitement, comme vous l'avez dit. D'évitement parce que le Conseil des arts ici va se retrancher derrière les décisions des comités. C'est ce qu'ils écrivent dans leurs énoncés. Donc, on va invoquer l'autonomie des comités, qui est généralement une excellente chose, mais ici, on va le faire pour permettre au Conseil, finalement, de se laver les mains des décisions compliquées ou controversées. Et ça finit par favoriser un refoulement, ou en tout cas, ça crée le risque de favoriser un refoulement des antagonismes dans le sens de l'analyse de Chantal Mouffe, qui est une politologue qui s'est fait connaître beaucoup pour ses prises de position en faveur d'une démocratie dite agonistique, donc une démocratie qui fait la part belle à la lutte. Pour Chantal Mouffe, la démocratie exige nécessairement la possibilité qu'il y ait des affrontements entre des positions qui sont radicalement différentes et que ces affrontements-là puissent avoir lieu dans la sphère publique. Or, avec les comités de pairs, les débats, lorsqu'ils ont lieu dans la sphère privée. Et le risque, selon Mouffe, quand on fait ça, c'est que les débats ressurgissent en dehors de la sphère politique. Donc, ils aient lieu dans des espaces privés ou semi-privés et surtout qu'ils prennent des formes qui vont être exacerbées par des affects négatifs. Dans le cas qui nous préoccupe, ça pourrait être, par exemple, des affects de ressentiment à l'égard d'une communauté qu'on jugerait plus favorisée que nous. Donc, présentement, dans le milieu des arts, et là, j'y vais d'une observation générale parce que c'est le milieu dans lequel je travaille, les discussions, elles ont lieu d'une manière franche, mais elles vont avoir lieu dans des espaces privés entre des gens qui partagent les mêmes opinions, donc qui deviennent des chambres d'écho pour des discussions qui ne permettent pas en fait l'échange de points de vue divergents. Et les effets possibles de ça, c'est qu'on va quitter en fait la sphère de la démocratie délibérative et choisir soit le silence, soit des choix qui vont mener, par exemple, à une exacerbation du racisme et des antagonismes. Merci, tellement clair. En vous écoutant, je me demandais, dans votre article, vous plaidez aussi en faveur d'une plus grande participation des artistes, mais des personnes racisées elles-mêmes aussi au débat sur l'appropriation culturelle et le racisme systémique. Mais en vous écoutant, je me demandais, est-ce que vous aviez quelque chose à dire sur
la manière dont devraient peut-être être constitués ces comités de pairs. Puisque ces comités de pairs, vous rejetez pas complètement l'idée d'abolir les comités de pairs, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire sur la manière dont ils sont constitués et qui est placé sur ces comités de pairs pour gérer les questions qui concernent les minorités. Oui, ben, je dirais que les propositions que je fais dans l'article ne concernent pas la manière dont les comités pourraient fonctionner autrement. À mon avis, le fait que ce soit des espaces clos, confidentiels est une partie du problème. Et là-dessus, par rapport à votre question spécifique, je dirais que les comités de pairs, depuis quelques années, le Conseil fait très attention à avoir une représentation qui est équitable, qui va inclure à la fois des anglophones, des francophones, des gens de différentes provinces, des gens de différentes appartenances ethnoculturelles, des personnes autochtones. Donc, ils sont très représentatifs. C'est plutôt la nature opaque, en fait, du processus et le manque de formation qui, à mon avis, est problématique. Et pour remédier à ça, moi, j'aurais plutôt tendance à proposer une structure alternative au comité de pairs, mais en tout cas qui pourrait s'y rajouter. Donc, ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'un espace de discussion qui soit dédié et transparent pour les enjeux d'appropriation culturelle et de racisme systémique. Par exemple, un comité public qui inclurait des consultations de la communauté, mais dont les résultats seraient accessibles, seraient partagés. Et surtout, l'autre moyen, mais ce serait de mieux outiller la communauté des arts, parce que le Conseil des arts a des moyens pour le faire. Il faut présentement qu'on revoie nos manières de faire de l'art. Pour ça, ça va passer par un travail d'éducation puis par un travail de dialogue. Or, les comités de pairs, ce sont des espaces de compétition. Donc, ça prend aussi des espaces de dialogue et le Conseil des arts peut faire un travail dans ce sens-là, à mon avis. Merci, c'est vraiment riche et très éclairant. Maintenant, notre dernier invité, Jonathan Durand-Folco. Alors, dans le contexte actuel, caractérisé par le règne des médias sociaux et l'explosion d'une nouvelle forme de capitalisme, soit ce que vous appelez dans votre article, je vais mentionner, c'est vrai, justement, que Jonathan, vous avez coécrit l'article avec votre collègue Pascal Devette de l'Université de Montréal. Et donc, vous représentez aujourd'hui vos deux voix. Donc, dans ce contexte actuel, marqué donc par la montée du capitalisme numérique, les opinions citoyennes sont appelées souvent, et on le sait trop bien, à se former et à se renforcer en bulles, notamment sur les réseaux sociaux. Ça favorise la mise en spectacle de soi-même, la monstration de ses opinions personnelles dans des espaces souvent cacophoniques qui accaparent aussi un temps mental essentiel à l'approfondissement de la réflexion citoyenne. Finalement, ces espaces-là nuisent à la qualité de la délibération démocratique, selon vous. Alors, dans votre article, vous suggérez d'entrée de jeu que de répondre à ces nouveaux défis qui se posent dans nos démocraties numériques exigerait bien plus que, et là je vous cite, de simples ajustements des processus délibératifs. En vous appuyant sur les travaux de Simone Weil et Hartmut Rosa, vous proposez une certaine reformulation de la démocratie, la théorie de la démocratie, qui impliquerait qu'on ne s'intéresse plus seulement aux capacités cognitives ou argumentatives ou rationnelles des participants qui participeraient à un échange d'arguments, mais qui chercheraient aussi à développer et à cultiver ce que vous appelez leurs compétences émotionnelles et relationnelles, des compétences ou dispositions dont on ne peut plus faire fi à notre époque, mais des compétences qui sont en quelque sorte étouffées là, par le capitalisme numérique, les médias sociaux, etc. Est-ce que vous pouvez élaborer sur cette dernière idée qui me semble vraiment très porteuse? Oui, en fait, je dirais d'emblée que dans ce texte, on fait un portrait diagnostic critique de la situation actuelle avec les conditions sociales, économiques, technologiques qui font en sorte que la délibération démocratique ne se fait pas dans des conditions optimales. On pourrait agir à différents niveaux, au niveau des structures économiques, des conditions institutionnelles, mais dans cet article, on se concentre davantage sur, disons, les conditions de possibilités intersubjectives qui nous permettent d'entrer en relation les uns avec les autres pour pouvoir permettre d'avoir une discussion démocratique plus riche, féconde, que ce qu'on peut voir en fait dans plusieurs espaces de discussion. Donc, dans cette dimension, ce qu'on dit de notre côté, c'est que la théorie classique de la démocratie délibérative, c'est davantage centré sur
l'analyse d'échanges d'arguments sur la rationalité communicationnelle et a un peu négligé la dimension sensible, émotionnelle sur la capacité à écouter vraiment ce que l'autre a à nous dire dans des échanges d'arguments, dans des idées. Et ce qu'on essaie d'amener comme idée, c'est qu'il faut en quelque sorte réviser peut-être ou approfondir certaines dimensions négligées de cette vision démocratique un peu dominante. Pour pouvoir délibérer sur un pied d'égalité, il faut être capable d'avoir et d'exercer certaines, ce qu'on appelle, nous, des facultés, compétences ou des vertus, des dispositions à agir et à ressentir qui nous permettent, en fait, d'écouter, de porter attention, d'être ouvert à l'autre, à éprouver des formes d'empathie. Donc, vraiment, qui sont centrés sur les dispositions réceptives des sujets pour être capable d'entrer en relation avec autrui. Donc, on met un peu plus l'accent sur cette dimension. Et pour ce faire, ce qu'on rappelle au début du texte, c'est que dans les grandes théories politiques, soit de l'Antiquité ou de la modernité, la plupart du temps, lorsqu'on parle de vertus civiques ou démocratiques, ça a été beaucoup associé à des phénomènes associés à la prise de parole, la maîtrise de soi, la volonté, la force de caractère, le courage, et ce qui est habituellement associé au rôle traditionnellement masculin, on pourrait dire, donc une conception un peu plus viriliste, on pourrait dire, des vertus civiques et démocratiques, lesquelles, il y en a plusieurs sans doute qui sont extrêmement pertinentes et utiles, mais il y a eu une certaine négligence de certaines dimensions, on pourrait dire, relationnelles qui renvoient et qui ont été remises de l'avant par différentes éthiques du care, entre autres, qui prennent en considération la dimension émotionnelle, la prise en compte des besoins d'autrui. Donc, sur cette dimension, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de dire qu'il faut aujourd'hui, et peut-être avec la montée aux extrêmes, la polarisation des débats qu'on peut voir, disons, s'accélérer au cours des dernières années, une certaine réhabilitation de la dimension de réceptivité en termes d'écoute pour être capable de contrecarrer certaines dynamiques d'accusation, de polarisation, de haine, de mépris. Et on constate qu'avec l'ère des médias sociaux, il y a une série d'incitatifs qui nous poussent à exprimer nos idées de façon instantanée, à s'exprimer, dénoncer, aller chercher l'approbation morale d'autrui ou l'encouragement de ce côté. Et on n'a en quelque sorte pas des espaces ou des conditions propices pour être capable de bien écouter vraiment ce que les perspectives différentes des nôtres ont à dire. Donc, dans ce paradigme, pour peut-être un peu mettre en contexte, et je finirai pour ce premier élément, on s'inspire un peu des travaux de Harris Marion Young, qui a développé, entre autres, une certaine variante de la théorie délibérative classique qu'elle appelle la démocratie communicationnelle, qui met vraiment l'accent sur le rôle des émotions dans la discussion. Et elle va dire, par exemple, et je vais la citer ici, que dans un contexte discursif où des gens différents, avec des buts, des valeurs et des intérêts différents, tentent de résoudre des problèmes collectifs de façon juste, il ne suffit pas d'énoncer des assertions et de proposer des raisons. On doit aussi se faire entendre. Donc, elle va citer entre autres Benjamin Barber qui dit que les théoriciens de la démocratie vont souvent valoriser la prise de parole, mais se penchent moins souvent sur le phénomène de écouter, donc le phénomène de l'écoute. Et nous, si on veut mettre l'accent sur cette autre dimension qui est souvent oubliée. Donc, c'est ça. Merci. J'avais oublié la référence aux travaux de Young sur sa théorie de la démocratie communicationnelle que j'adore. Vous avez donc parlé de la dimension d'écoute et de réceptivité. J'aimerais vous entendre sur la notion de résonance qui vient de Rosa et que tous ne connaissent pas nécessairement. Par exemple, pour moi, c'était une découverte en lisant votre article. En quoi cette notion peut-elle nous être utile? Oui, en fait, le philosophe et sociologue Hartmut Rosa, qui n'est pas extrêmement connu, mais de plus en plus connu dans certaines sphères, c'est un philosophe allemand qui fait partie de ce qu'on peut rappeler la tradition de la théorie critique ou de l'école de Francfort. Il a été principalement connu pour ses travaux sur le phénomène d'accélération sociale, donc sur le phénomène de la sociologie du temps, comment la modernité tardive tend à accélérer les processus économiques, technologiques et interpersonnels aussi, qui a des incidences diverses en termes de dysfonctionnement et de souffrance et d'aliénation. Et suite à ces travaux, je l'ai rencontré en personne et dans ses entrevues, souvent, il s'est fait dire « Ah, vous êtes un peu le critique de la vitesse, de l'accélération. Vous proposez en fait de revenir à un mode de vie plus lent, quelque chose comme ça. » Et il a développé en fait sa théorie pour dire quelle est la réponse à ces différents phénomènes d'aliénation, d'accélération. Ce n'est pas nécessairement d'aller moins vite.
peut-être que ça pourrait aider, mais il y a aussi qu'est-ce qu'une relation au monde qui serait réussie, en fait, qui nous permettrait d'entrer en relation puis en écoute vis-à-vis le monde, vis-à-vis les autres. Il va développer ce qu'il appelle la théorie de la résonance à travers son livre qui s'intitule Résonance, une sociologie de la relation au monde. Donc, ce qu'il développe, en fait, c'est une philosophie relationnelle qui met l'accent, en fait, sur la question de la vie bonne. Au lieu de la définir de façon très large, il va dire la vie bonne va être caractérisée par la capacité à entrer en relation féconde avec ce qui nous entoure, avec nos collègues, que ce soit avec notre environnement physique, que ce soit avec l'art, avec l'histoire. Il va essayer d'étudier des phénomènes de relation qui nous permettent de nous développer en tant qu'être humain, nous épanouir comparativement à d'autres types de relations au monde qui sont génératrices d'hostilité, de compétition, d'aliénation et qui nous empêchent d'entrer en l'écoute avec le monde et on se ferme vis-à-vis autrui, vis-à-vis ce qui se produit, qui est extérieur à nous. Donc, il a développé un peu ce cadre-là théorique et pour nous, ça donne des pistes de recherche pour explorer comment ça peut s'inscrire dans le processus démocratique. Et là, bon, je l'ai un peu résumé de façon vite et je vais essayer de... Je n'ai pas expliqué la résonance comme telle, je vais dire ça de façon simple, mais c'est assez complexe. C'est une certaine forme de relation au monde dans laquelle le sujet humain peut être touché ou interpellé par quelque chose. Il est capable de répondre en retour vis-à-vis cet appel et il est transformé par cette interaction. Donc, c'est une forme d'interaction du sujet avec le monde ou du sujet avec un autre sujet dans lequel les deux sujets sont mutuellement transformés. Et il va ajouter aussi qu'il y a une part d'indisponibilité dans cette rencontre. Donc, c'est quelque chose, la relation de résonance, qu'on ne peut pas créer de façon artificielle ou à volonté. Donc, comme par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, j'ai une date et je vais essayer de tomber amoureux. On ne peut pas décider qu'on va tomber amoureux avec l'autre personne. C'est quelque chose qui échappe à la volonté individuelle. Mais il va dire quand même que certaines conditions sociales et économiques plus propices à la résonance. Et dans la dimension démocratique, pour faire le pont avec ça, il va dire c'est dans nos interactions mutuelles entre concitoyens où on peut exprimer nos voix, mais aussi écouter celles des autres, qu'on peut entrer ou non en relation de résonance. Et lorsqu'on n'entre pas en relation de résonance dans des espaces publics, des espaces démocratiques ou avec nos institutions, nous éprouvons diverses formes d'aliénation sociale politique qui peuvent se concrétiser sous forme de cynisme, d'indifférence, sentiment d'impuissance et de hostilité aussi avec les gens qu'on considère comme étant différents de nous. Donc, il va dire, en fait, pour la démocratie, c'est important, il y a certaines conditions sociales et historiques qui permettent à la démocratie de bien fonctionner, mais lui va insister davantage sur les dimensions relationnelles qui nous permettent, en fait, de nouer des liens riches entre concitoyens, avec nos institutions, mais aussi avec des gens qu'on considère comme autres. Donc, toute cette dimension relationnelle, on essaie de la mettre de l'avant un peu dans cet article. Ça demeure un exercice périlleux parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Je dirais que rétrospectivement, l'article est plus une esquisse ou une ébauche d'une philosophie sociale politique plus large parce que Armut Rosa lui-même n'a pas vraiment développé toutes les implications de sa théorie de la résonance dans la sphère de la démocratie, de la délibération. Mais je dirais pour conclure ici, ce qu'il est important et ce qu'il est riche, d'après nous, d'explorer avec sa vision relationnelle, c'est de dire que la démocratie, on doit la penser non seulement en termes d'échange d'arguments, en termes de capacité à faire entendre sa voix, mais vraiment à nouer des dispositions à agir et à ressentir pour permettre d'entrer en relation avec autrui. Donc ça peut se faire au niveau sensible, émotionnel, au niveau évaluatif aussi. Et ça peut être appliqué dans les sphères des relations interculturelles, ça peut être appliqué dans la sphère de comment créer des contextes au niveau même de la configuration de l'espace ou en ligne peut-être, mais c'est un peu plus difficile d'entrer en résonance dans une rencontre Zoom. Peut-être que ça peut exister aussi. Donc, il y a des conditions sociales, temporelles, techniques, économiques qui nous permettent d'entrer en relation les uns avec les autres. Donc, j'aurais beaucoup à dire avec ça, mais je finirai sur cet élément. Et peut-être, pour mettre un contraste, sa philosophie, il va être assez critique des approches agonistiques à la MOUF, donc on a évoqué plus tôt. C'est peut-être un point aveugle de sa théorie, un point, disons, un angle mort. Pour ma part, je trouve qu'il ne va pas théoriser suffisamment la conflictualité sociale. Il va dire qu'il peut y avoir de la dissonance, mais généralement, il va plutôt écarter ça pour dire qu'il faut rentrer en relation de réciprocité avec autrui. Donc, je conclurai ma petite réponse ici, ou un peu trop longue réponse, pour vous inviter à explorer ça. Merci infiniment. C'est passionnant. Ça clôt
l'exposé de l'équipe qui a participé à la rédaction du numéro thématique. Je vous remercie. Maintenant, je vais céder la parole à Sandra qui s'est occupée de prendre des questions peut-être sur le chat. Parfait, mais merci beaucoup, Naïma, pour l'animation. Merci à tous les conférenciers là, qui ont contribué à ce numéro, dans le fond, de la revue Éthique publique et pour dans le fond, votre conférence table ronde ce midi. J'avais, dans le fond, une vingtaine de minutes pour prendre des questions là, des participants. Donc, j'ai une question dans le chat. Vous pouvez soit écrire votre question dans le chat ou demander, dans le fond, le micro, soit en levant la main ou en ouvrant votre micro là, pour poser la question directement là, à nos conférenciers. Donc, je vais commencer. On avait une question dans le chat qui était, dans le fond, diriez-vous qu'il y a une motivation implicite similaire à l'œuvre de taire certains groupes quant à la consultation sur l'éducation est annoncée comme étant à huis clos également? Est-ce qu'on sait à qui exactement s'adressait la question? Il me semble qu'elle avait été posée à Francis Caron, peut-être? Oui, pendant la conférence de Francis. Oui, c'est ça. Ah, ça a été posé. Je croyais que ça s'adressait plus à Victor, qui parlait plus de cette idée de. À Victor, excusez-nous. Donc, oui, voilà. à Victor. Oui. Voilà. Bon, merci pour la question. Bon, ce que je vois, il y a, en tout cas, Marié, vous soulevez la question d'une volonté de faire taire certains groupes. Donc, moi, évidemment, et en lien avec ce que j'écris dans l'article, ce que j'ai dit rapidement ici, c'est effectivement que on parle de rapport de force finalement, donc au sein de la société à large, et par la suite justement quelles sont les façons de contrecarrer donc